Bonjour, merci à tous d'être venus. Les conférences, c'est pas un exercice où j'excelle en général. Je suis plutôt à l'aise derrière mon bureau, dans mon atelier, à bosser, à faire les choses plutôt qu'à mettre des mots dessus. Donc du coup, j'espère que vous me pardonnerez les probables hésitations qui vont parsemer mon récit. Je m'appelle JL Mast. J'ai commencé à travailler pour Marvel en 2012. On était embauché avec mon collègue Joffo pour travailler sur la ligne de comics numériques de Marvel qui s'appelle les Marvel Infinite Comics. Je vais vous en montrer plein d'exemples. Sur un format de bande dessinée numérique qui a un nom qui s'appelle le Turbo Media. Un nom inventé un soir de beuverie par Balak, Boulet et Gobi, donc qui sont à la fois des dessinateurs de bande dessinée et aussi des animateurs 2D du dessin animé, du monde du dessin animé. Le Turbo Media, qu'est-ce que c'est? Un format vraiment à part, fait pour les tablettes, conçu pour les tablettes, les smartphones, pour être lu sur un écran d'ordinateur. Une bande dessinée classique, j'ai pas d'exemple sous la main, mais une bande dessinée classique, c'est une page A4 en général. Vous pouvez être surpris en lisant une bande dessinée juste en tournant la page, pas autrement. C'est-à-dire que vous tournez une page, vous voyez la globalité de la page, donc c'est très dur de surprendre le lecteur avec une bande dessinée classique. Avec le Turbo Media, on peut vous surprendre à chaque clic, à chaque fois que vous tournez un écran. Je vais vous montrer dans quelques instants. J'enlève les chats, ça me rassure toujours de mettre un peu des chats comme ça en début de conférence. Maintenant c'est bon, je suis un peu plus calme. Alors, je vais commencer, je ne vais pas faire trop de théorie, je vais surtout vous montrer un peu ce que je pratique et comment je le fais, vous montrer un peu l'envers du décor. Mais je pense que c'est important de rappeler que le Turbo Media, ça date de 2009. En tout cas, c'est la date à laquelle, en février 2009, Balak a posté en ligne une sorte de petit diaporama en bande dessinée qui a fait sensation, 300 000 vues en quelques années, et surtout qui a déclenché beaucoup de créations numériques derrière, de personnes qui se disent « Ah bah tiens, c'est intéressant de faire une bande dessinée en diaporama ». Ça n'avait pas encore le nom de Turbo Media qui est venu un peu plus tard, mais rétrospectivement, maintenant, on appelle tout ce qui a découlé de cet exemple de Balak, que je vous montrerai après, Turbo Media. Un nom, encore une fois, trouvé un soir de beuverie. Bon. Il y a quelques règles à suivre, ou à ne pas suivre, en fait, mais ça, chacun fait comme il veut. Moi, c'est les règles que je suis en général quand je crée une histoire en numérique, que ce soit d'ailleurs pour le Turbo Media, pour la réalité virtuelle, pour le webtoon, pour les différents formats de bande dessinée numérique qui existent. Le Turbo Media reste mon préféré. C'est celui qui est le plus... qui convient le mieux à mes idées assez idiotes, dans le sens où c'est des idées préconçues de... La bande dessinée, c'est fait pour éduquer, certes, parfois pour faire passer des messages, etc. Mais c'est surtout pour... entertain, pour divertir, merci. C'est pour divertir, et du coup j'adore, je surkiffe, comme on dit, l'effet de passer d'un écran à un autre et de pouvoir surprendre à n'importe quel moment. C'est vraiment quelque chose de magique en tant que créateur, je m'en lasse vraiment pas. Alors, le passé tu respecteras, c'est bien de toujours savoir d'où on vient, en particulier dans la bande dessinée numérique, et ça commence en 1988, 1987 pour être en vrai correct. Cobra Soft a sorti un jeu, la marque jaune, pour Amstrad CPC, dans lequel on avait des recréations et même parfois des nouvelles scènes de bande dessinée tirées de Black et Mortimer, donc de la bande dessinée Black et Mortimer, la marque jaune. Ça faisait suite à d'autres tentatives, Blueberry en 86, les Passagers du Vent, Lucky Luke. Je crois que j'ai des captures d'écran ou des... C'est assez compliqué évidemment de récupérer maintenant ces artefacts d'un autre temps. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que les concepteurs du jeu, je n'ai pas trouvé leur nom, donc je ne sais pas qui ils sont, mais ils se sont posé la question de comment on fait un jeu vidéo qui soit intéressant pour les fans de BD, qui ne soit pas juste de la licence où on colle, on copie-colle bêtement. Ils créent une sorte de nouvelle narration, avec beaucoup de défauts,
pour la marque jaune, mais il se posait les bonnes questions en tout cas on va pas juste coller une case, etc. On va essayer de créer quelque chose. En 1996, peut-être juste un peu avant quand même, il y a eu des webcomics en 1985, Witches and Stitches par Eric Millikin, et Argonzark en 1995, qui est le premier webcomics au format portrait, au format écran, format paysage plutôt, oui, format paysage. En 1996, Marvel Cyber Comics Marvel voit qu'il y a un petit truc qui se passe quand même. On peut créer des comics numériques un peu, ça a l'air de... Il y a un petit marché qui se crée, ils auront tort au final, mais ils se lient à AOL pour faire des comics pensés pour les écrans, c'est-à-dire que ce n'est pas des comics adaptés, etc. C'est pas des comics Marvel publiés qui vont scanner et reproduire à l'écran, c'est vraiment des choses créées pour les ordinateurs à l'époque. Des trucs assez laids dans le sens où les artistes qui bossent dessus ne sont pas des artistes confirmés, c'est plutôt des amateurs. Mais on trouve des petites innovations ou des petits jeux avec le passage d'un écran à un autre, comme ici. Là, ça ne se voit pas, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré via un format qui n'est plus existant maintenant. Mais du coup, en vrai, il y avait du son et du son horrible. C'est-à-dire qu'ils mettaient des bruitages, de la musique à gogo, il y avait des effets un peu spéciaux des fois. Là, sans le son et sans les effets spéciaux, ça rend plutôt pas mal. Donc j'en ai pas mal, j'en ai mis quelques-uns en ligne. Je ne sais pas si les liens sont encore actifs, mais je vais les remettre en ligne d'ici peu pour les sauvegarder un peu. Donc de 96 à l'an 2000, Marvel a diffusé une centaine de ces comics numériques, ces cybercomics. Ils ont arrêté parce que donc, personne n'allait dessus. Ils avaient, je crois, 10 000, 15 000 clics. Donc c'est trop peu par rapport à l'argent qui était mis sur la table pour produire ce contenu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens de Marvel Cyber Comics, après on les retrouve encore aujourd'hui dans l'industrie à des postes, donc chez Marvel ou chez Comixology, qui est un petit peu le Netflix de la bande dessinée. Comme John Rogers, par exemple, qui a bossé sur Marvel.comics, qui venait en 2000, pour prendre la suite de ça. C'est plein de gens qu'on retrouve un petit peu et qui continuent à garder cet esprit un peu d'entreprendre des histoires créées pour les écrans. En France, on n'est pas en reste. Il y a Super Shoes qui a été fait par des Lyonnais en 2002, je crois que c'était. Il me semble. C'est pareil, c'est compliqué de récupérer le format. C'est du Flash Comics. Tout était réalisé sur Flash. Entre les années 2000 et 2006, tous les comics un peu numériques comme ça sont réalisés sous Flash. Et pour les sauvegarder maintenant, c'est un peu compliqué. Vicious Souvenirs aussi de John Barber, qui est pareil, quelqu'un qu'on retrouve beaucoup maintenant sur les comics américains de Marvel numériques. Outside the Box, donc ça c'est pas mal de... Je les passe rapidement, hein, c'est juste quelques exemples pour montrer qu'avant le Turbo Media, avant les tablettes, etc., il y avait déjà des gens qui créaient pour les ordinateurs. C'est pour ne pas les oublier. Balak cite souvent Platinum Grid comme son inspiration principale pour la création du Turbo Media. Donc là c'est pareil, il faut imaginer un fichier Flash. Là c'est juste des captures d'écran de ce fichier Flash, mais on joue un petit peu avec la taille de l'écran, la taille des images, de manière sommaire, hein, c'était les tout débuts. Et ce qu'on retrouve là, donc là c'est le fameux exemple que Balak a diffusé en février 2009 sur les internets, et qui a déclenché un petit peu toutes ces vocations de créateurs numériques, dont je fais partie, dont Malek fait partie, Geoff aussi. Et il s'inspirait pas mal de ce que faisaient du coup Trudy Cooper et Danny Murphy sur Platinum Grid. Alors le Turbo Media de Balak, normalement, il est toujours disponible sur DeviantArt. Je vous invite à aller le voir parce qu'il en a fait 2 suites après ça, et ça théorise vraiment bien ce que peut être une BD Diaporama, comme ça s'appelait à l'époque. Et justement, la règle numéro 2, c'est de ne pas tomber dans le piège du vulgaire Diaporama, c'est-à-dire de l'image par image. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait avec Geoff et Axel Reznor en 2011, où on faisait juste du Diaporama avec du texte qui défilait. Enfin, c'est stupide au possible et ça explore pas du tout les potentialités d'un tel format, comme on va le voir après. Le rythme du lecteur, tu n'influenceras pas. Alors, heureusement pour vous, normalement, je montre un extrait de ce Motion Comics, mais là, je ne l'ai pas. Donc, tant mieux pour vous, parce que je déteste ça. C'est vraiment horrible, c'est moche, c'est affreux. C'est de la bande dessinée, mis bout à bout,
pour faire une sorte d'animation. Donc c'est disponible en ligne sur YouTube si vous voulez vous faire mal aux yeux. Je vous déconseille. Et typiquement, Balak le cite aussi en inspiration, mais négative. C'est-à-dire, tout le monde présentait les motion comics comme ça, comme Watchmen, comme Heroes à l'époque aussi, comme l'avenir de la bande dessinée. C'était ça va être le futur de la BD, c'est ça. Et non, c'est pas ça. C'est clairement moche. Alors, Marvel en refait maintenant. On avait recommencé à en faire avec Marvel et ESPN, une chaîne de sport américaine, en 2015, je crois. Et alors, c'est les seuls motion comics, je crois, sur lesquels j'ai bossé au storyboard avec Geoff. Moi, je trouve ça laid, je trouve ça moche. Enfin, je trouve rien à sauver à ce format. J'espère toujours être un jour convaincu, mais là, j'y crois pas trop. Il y a Medfire qui fait une boîte américaine qui fait beaucoup de motion comics aussi. Ils font de la licence pour DC Comics aussi. Les différents effets du Turbo Media. Alors, on pourrait croire qu'il y a beaucoup d'effets qui viennent avec des effets de mouvement, de panorama, etc. Mais la plupart des effets vont quand même être dans l'histoire, vont être des effets de narration qui ne nécessitent pas de codage particulier. C'est vraiment qui dépendent juste d'un vulgaire diaporama, d'un défilement d'image par image. Là, je montre quelques effets d'abord de panoramique. Alors, rapidement, c'est juste un passage dans une grande image en diagonale, du haut vers le bas. Là, on a des effets de transition narrative qui m'intéressent beaucoup plus parce que ça ne nécessite aucun code. Je pense que pour maîtriser un langage, trouver la nouvelle grammaire d'un nouveau format, c'est mieux de réduire le champ des possibilités. C'est-à-dire que par exemple, quand vous commencez sur Photoshop, vous avez tendance à mettre plein d'effets partout parce que vous avez tous ces effets qui sont à disposition et ça va vous donner des choses qui sont moches, horribles, parce que vous avez tendance à trop en mettre. Je vais mettre un lance-flamme ici, je vais mettre 25 effets à la suite sur une seule image. Il vaut mieux trouver une économie et utiliser les effets quand on les nécessite, pour le coup. Ici, on a un effet de flou qui est assez sympathique. Je l'aime bien, celui-ci. Et ça ne demande aucun développement particulier. Je travaille sur des logiciels classiques, c'est-à-dire que Photoshop, TV Paint, il y a... Comment il s'appelle ? Juan Bobillo, avec qui on a bossé sur Amazing Spider-Man. Il faisait ses écrans de Turbo Media sur papier, à l'ancienne. Et on scannait et on faisait un remontage après. Donc là, on a des actions parallèles. Je vous montre différents effets. Là, on a la surimpression. Là, le personnage est assailli de pensées, de voix autour de lui. Et on montre ça à travers les écrans. Donc c'est juste un écran par un écran. Et c'est le lecteur qui décide quand il passe à l'écran suivant. Il lit d'abord la scène. Hop, il tape ou il avance sur son clavier en fonction de ce qu'il utilise comme support. On a des effets de couleur aussi. Juste un effet de couleur peut plonger dans une ambiance, être un peu plus immersif parfois. L'effet de révélation. On a un bout de case, on révèle le reste après. Quand je disais justement qu'on peut surprendre, on peut en tout cas vous dire tiens, je ne l'avais pas vu venir, il y a plein d'effets comme ça qu'on peut faire juste avec cette base de révélation, l'effet de reveal, comme on l'appelle comme ça. Ça, c'est un effet que j'adore, c'est la surimpression pour présenter des personnages. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Quand on s'est fait engager pour Marvel, on s'est fait engager pour être layout artiste. Donc c'est pas vraiment du storyboard, c'est un petit peu un mélange storyboard et penciling au final, parce qu'il faut être très très précis dans les storyboards. Donc là, on se conçoit nous comme en tant que Français comme étant un storyboard. Et c'est une étape qui est venue se rajouter à la pipeline de prod d'un comics classique, où en général c'est scénariste, dessinateur, encreur, coloriste. Là on est entre le scénario et le dessin. Le scénariste nous envoie un premier script très limité, on fait un storyboard, c'est renvoyé au scénariste qui lui va compléter. Ça c'est le chemin général, parfois on a eu des scripts quand même complets, ça dépend, mais la plupart du temps c'est juste une outline, c'est une page ou deux pour nous dire Spider-Man se promène dans la rue, il rencontre quelqu'un, blablabla, sans dialogue en général. Là c'est du storyboard sur Daredevil Punisher. Juste après, non, voilà, j'ai la version définitive. Je vais vous repasser du coup plus ralenti. Tac, tac. On a en général 5 à 7 jours pour rendre les layouts.
Donc c'est un temps assez appréciable, mais ça laisse pas trop de temps pour cogiter parfois sur les effets qu'on peut utiliser, sur la narration. Et après, en général, chez Marvel en tout cas, c'est pas toujours le cas, mais on fait le turbo média, on le pense pour les écrans sans jamais penser au papier. On ne se pose jamais la question de comment ça va donner au format papier. Et après, on fait une adaptation papier, un peu plus tard. Donc là, c'est l'adaptation papier qui est sortie même en France, qui est disponible, du Daredevil Punisher 7e cercle. Et où on garde quand même une narration un petit peu là assez intéressante. Hop, hop, hop. En Z, du coup. Classique mais efficace. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais en général, Marvel nous embauchait après pour faire l'adaptation papier. Et on réutilisait le lettrage, on virait beaucoup d'écrans. C'est-à-dire sur un turbo média classique, il y a, je pense, 20 ou 25% des écrans qu'on dégageait, qui étaient de la répétition, qu'on ne pouvait pas recaser dans une BD classique. Mais on y perd beaucoup, on n'a plus l'effet de flou, on n'a plus... moi j'adore cet effet de flou là. Un petit peu de 3D avec le point qui sort des cases. On le perd sur la mise en page classique. L'usage du son, je suis contre. Pour moi, une bande dessinée, c'est une lecture silencieuse. On peut mettre éventuellement une musique à quelques personnes. Il y a Marvel qui a fait ça pour le projet Gamma, ça s'appelait. Mais je sais pas, pour moi, c'est une lecture silencieuse. Si vous voulez de la musique, vous mettez de la musique à côté et que vous avez choisi. Et je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas eu d'exemple de turbo média ou même de bande dessinée numérique classique où l'usage du son faisait sens et où je me disais ah, c'est pas du gadget et c'est pas juste ça apporte rien à l'histoire, quoi. C'est pas immersif pour autant. On avait fait des tests avec Geoff et Mark Waid sur une histoire de Black Panther où son ennemi c'est Ulysse Klaue qui est fait de son et donc du coup il assaillait Black Panther de son, etc. Mais alors, c'est une bonne idée, on a fait le test, etc. Mais par contre c'est juste inacceptable, quoi. En tant que lecteur, on lit le truc, on veut juste éteindre le son, enlever et le lire de manière silencieuse. Donc le texte, en turbo média, on a une police de caractère qui est 30% plus grande que sur du comics classique. Donc on peut mettre moins de texte en vrai dans un turbo média que dans une BD classique. Donc c'est pas trop fait pour les gens qui aiment bien mettre 25 000 mots par case. Quelque chose à savoir si vous faites du turbo média, c'est que il faut que ça soit lu aussi sur téléphone et même sur les plus petits téléphones, parce que les turbo médias je ne l'ai pas dit, sont disponibles sur l'application Marvel, sur l'application Comixology, qui sont les deux grosses applis pour lire du comics de toute façon, et sur Marvel Unlimited aussi, qui est une troisième appli Marvel, dans laquelle 15 000 références de comics sont disponibles pour 5 $ par mois, attention, dont les comics auxquels j'ai participé. Et en tant que créateur de contenu, c'est quand même toujours la même chose. Il ne faut pas se fixer, il y a des règles, il y a une grammaire qui se développe, mais il ne faut jamais se limiter, il ne faut jamais cesser de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, de voir les nouveaux formats. Avant, on faisait ça, donc on faisait des flash comics, on faisait tout sous Flash, après on est passé au HTML5. Maintenant, quand je fais des turbo médias, j'utilise un script qui a été conçu par un YouTuber qui s'appelle Doc Gero, qui est aussi game designer, et qui me permet de faire mes turbo médias sous un logiciel de jeu vidéo qui s'appelle Construct 2, donc qui n'est pas du tout fait normalement pour faire de la bande dessinée numérique. Par exemple, cette présentation, je l'ai faite sous Construct 2 aussi. Et je vais vous montrer quelques exemples en plus de turbo avant de passer à la réalité virtuelle. Et avant ça aussi, vous montrer d'autres exemples de BD numériques sur lesquels je n'ai pas bossé mais qui existent. Je pense que c'est important de le montrer. Alors, ce qui est assez amusant avec le turbo média, c'est qu'on a réussi à intéresser des auteurs traditionnellement qui ont fait que du papier dans leur vie, comme Gottlieb quand il était encore vivant, et Book, Jodorowsky. Des gens où on pourrait se dire, bon, ils sont peut-être un peu trop vieux pour ça, et en fait, non, ça les a bien amusés, ils sont bien marrés à le faire avec nous, parce que ça ouvre plein de potentialités. C'est vraiment un territoire vierge, on peut repenser des histoires classiques de BD qui seraient sur une page classique un peu vu et revu, quoi, qui déclencherait rien du tout. Là, grâce au turbo média, on peut les rendre plus dynamiques, on peut parfois trouver des chutes un peu plus originales. Donc là, c'était du temps encore où François Hollande était président, évidemment. Il y en a 5 de disponibles sur le site du monde.fr. Et il y a le Bouncer, pour ceux qui aiment bien la bande dessinée classique. On avait fait avec Book et Jodorowsky un Bouncer en turbo média qui se passait entre les tomes 8 et 9 du Bouncer, qui complétait l'histoire.
Parce que c'est ça aussi, c'est se dire comment on s'inscrit dans la logique de bande dessinée, comment on intéresse les lecteurs classiques de BD. Est-ce qu'il faut les intéresser aussi? Est-ce qu'on ne passe pas par un nouveau public? Car concrètement, j'ai des chiffres, et les chiffres montrent que le public papier, en tout cas aux États-Unis, pas en France, mais le public papier aux États-Unis, c'est pas du tout le public qu'on a sur les turbomédias, sur le public numérique. Beaucoup plus jeune sur le numérique, beaucoup plus âgé sur le papier. Donc, est-ce qu'il faut vraiment intéresser des gens qui n'ont pas forcément d'intérêt au numérique? Je ne sais pas. On essaie de les éduquer. En général, on fait beaucoup de marketing. Le turbomédia est plus vu en France comme un outil marketing, de toute façon, comme la réalité virtuelle, en tout cas, pour le dessin et les dessins animés et la BD en ce moment, et pas comme un outil pour développer des histoires vraiment pour des gens qui ont un peu rien à faire de la bande dessinée, quoi. Je prends l'exemple de mon petit frère que j'adore, j'achète tous les tomes de Walking Dead. Je les ai tous, en VO, en VF. Mon petit frère les télécharge quand même, alors qu'il pourrait les prendre, il pourrait les machins. Il préfère le lire téléchargé illégalement, évidemment, et les lire sur son écran d'ordinateur ou de téléphone tout petit, plutôt que les avoir en livre. C'est juste qu'il n'est pas intéressé par tenir un livre. Je ne comprends pas pourquoi. On l'a bien éduqué, tout ça, mais... Et je l'ai souvent en festival, quoi. Moi, je vois, de toute façon, comparé à d'autres de mes collègues, j'ai plus de jeunes en dédicace que de personnes de 30 ans, de 40 ans. Donc, là, c'est un des rares layouts que j'ai fait sur format papier. Je travaille exclusivement en numérique sur le logiciel TV Pen Pro, qui est un logiciel de dessin animé. Et vous pouvez travailler de ça, la preuve sur n'importe quoi. Ça, c'était du papier que j'ai scanné sur un projet un peu particulier. Je vais vous le montrer. Je le passe rapidement. Alors, faites bien attention aux traces rouges. Normalement, donc la version finie, je ne l'ai pas là. Tout est colorisé, évidemment, mais les traces rouges, c'était vraiment pour préciser à la personne qui passait derrière moi qu'il fallait faire attention. Parce que quand on dézoomait, donc tout ce turbomédia se passe dans un seul et même décor. C'était sorti pour la Saint-Valentin, le Peter Parker, Spider-Man, a un rendez-vous avec une fille, soudain le vautour commence à faire des siennes dans une banque. Il est obligé de le poursuivre un peu à travers la ville, en tout cas à travers un quartier. Ils passent dans le ciel, ils atterrissent dans les égouts, et tout le chemin qu'ils vont faire pendant ce comics, quand on dézoomera à la fin de ce comics numérique, ça fera un grand cœur. Toutes les traces rouges que Peter laisse. Alors du coup, je l'ai travaillé sur papier parce que c'était plus évident plus pratique surtout pour faire des modifications. Et là, c'est les originaux. Ça donnait ça. Enfin, ça donnait pas vraiment ça. Il y a eu beaucoup de modifications derrière ça, mais j'ai pas retrouvé la dernière version. Surtout vers le haut où il y a le dirigeable, on avait changé beaucoup de choses. Sauf que sur la version finale, la technologie n'était pas... Enfin, ça plantait. En gros, ça plantait et on a zappé l'idée parce que le dézoom ne fonctionnait pas sur la version finale. Et c'est dommage parce que du coup, après ça, Marvel a cessé un petit peu de vouloir faire des innovations. J'avais proposé quelque chose qui avait été refusé parce que justement, ils avaient peur que techniquement, ça ne fonctionne pas. Je n'étais pas à l'origine de cette proposition. C'était Ryan North, le scénariste, qui a fait du Adventure Time un peu. Mais c'était une très bonne idée, un petit peu conceptuelle. Je vais juste regarder si... Ouais. Je vous passe juste quelques exemples qu'on a fait rapidement pour enchaîner avec la réalité virtuelle. Avec Geoff, on avait envie de faire un peu de turbomédia avec de l'animation. Donc là, les dessins animation par Geoff. Sur celui-ci, je passe rapidement. Donc, il y a quelques règles en termes pour ajouter de l'animation sur un turbomédia. Il faut des animations soit courtes, de moins d'une seconde, soit des animations en boucle qui ne vont pas gêner la lecture. À aucun moment vous vous retrouvez comme si vous étiez devant une vidéo à dire est-ce que je dois avancer, est-ce que je dois cliquer. C'est pour ça que ça a été super intéressant, je pense, de partager un peu de discussion avec des gens comme Géraud, comme Doc Géraud, qui sont des game designers, qui vont penser autrement que nous sur la mise en place d'un comics. Pour moi, c'est vraiment une culture... pour faire du turbomédia, il vaut mieux avoir une culture hybride, savoir comment faire du dessin animé, savoir faire de la BD, jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment... On recrée pas mal de choses. Et parfois, on trouve des petites choses nouvelles, des effets de tremblement, des choses... Donc là, pareil, dessin et animation par Geoffo.
Et on peut faire de la BD dont vous êtes le héros. Je n'ai pas retrouvé, je voulais vous montrer un autre exemple qui n'est pas de nous, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard. Alors là, je fais les choix pour vous, hein, mais il y en a énormément. Oh, pardon. Ah. Comment je sors de là? Oh, j'ai planté le truc, c'est pas grave. Tac. C'est pas grave, ça va me permettre d'enchaîner tout de suite sur le... Je sais pas lequel c'est. C'est celui-ci. Hop. D'enchaîner sur... Alors, différents exemples rapidement de bandes dessinées qui sont diffusées numériquement, format à l'italienne. Donc pas spécialement d'animation, de jeu sur la narration, c'est juste un format qui se prête plus aux écrans. Mais c'est créé en pensant aux écrans principalement. Donc par Brian Vaughan et Marcos Martin ici. La bande défilée de Marietta Rennes, Falena. Donc c'est une longue bande dessinée qui a, je ne sais plus combien de mètres, mais ça a été à Angoulême une année, ils ont imprimé la bande dessinée en long et l'ont diffusée dans toute la ville. Donc ça n'a pas de fin quasiment. C'est toute une histoire qui se passe en utilisant la parallaxe surtout. Donc là c'est une vidéo, mais normalement c'est à vous de naviguer dans ce récit. Et ce qui m'intéresse le plus en ce moment, ce qui est en tout cas... on ne peut pas encore vraiment faire de bande dessinée avec. J'en ai fait quelques-unes, mais je ne peux pas les diffuser. Mais on peut s'amuser pas mal avec la réalité virtuelle. Donc ici, Spider-Man. L'idéal, c'est de les voir avec un casque et d'être dans le dessin. Et une chose que j'aime bien et que je pense que je vais faire, c'est de copier des dessins, des styles d'artistes que j'aime bien, comme Hergé, comme pas forcément comics pour le coup, pour se dire, ah tiens, on se retrouve dans le village des Schtroumpfs, ah, on se retrouve avec Tintin, dans le style d'Hergé, pour essayer de se dire, on est dans l'univers carrément du créateur. Je vais vous montrer un peu comment je travaille sur mes trucs en réalité virtuelle. À la base, alors je travaille pas, c'est plus pratique de les faire en numérique, mais je le fais aussi au format papier, comme ici. Alors il y a plein de plugins pour dessiner directement en réalité virtuelle, pour pas se casser la tête. Moi je préfère travailler à partir d'une grille de perspective à 5 ou 6 points, à l'ancienne on va dire, parce que ça me permet de gérer les déformations, d'en apprendre un peu plus sur la perspective aussi, de me poser vraiment des questions aussi plus de technique pour le coup. Alors que dessiner directement en plugin dans Photoshop, c'est un peu facile. Donc là, hop. Quand je dessine sur papier, j'utilise la grille avec ma table lumineuse par-dessus, je dessine. Donc là, j'ai fait un truc assez simple. C'était un labyrinthe avec Baby Groot. Hop. Donc après, je scanne. Et alors là, je vais pouvoir montrer peut-être juste un autre exemple avant de vous montrer. Je fais vite parce qu'on m'a dit de terminer un peu plus tôt. Donc j'obéis. Quand c'est en numérique, je trifouille pas mal, je bouge mon personnage de place parce que je suis sur différents calques. Donc là, je travaillais sous le logiciel TV Paint Animation Pro, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quoi. Même Photofiltre, même Paint maintenant, vu que ça gère les calques, vous pouvez faire ça. La grille de perspective, elle est récupérable sur Google. C'est une grille de perspective à 5 ou 6 points. Et après, c'est juste une question de gérer les déformations, de faire des tests. Moi, en général, quand je travaille comme ça, je récupère mon image et je la mets dans ce petit logiciel Ricoteta. Mais il y en a plein d'autres, plein de logiciels de réalité virtuelle qui vous permettent de voir un petit peu, de tester votre image au fur et à mesure, de zoomer dedans, de voir un peu si ça fonctionne en l'état. Concrètement, sur certains dessins en réalité virtuelle, je fais ça genre toutes les 30 secondes, j'exporte mon dessin, je reteste et ça me rend fou. Mais il y a certains résultats que j'aime bien. Ah, c'est pas pratique. J'ai pas beaucoup de place sur on croirait mon bureau quand je travaille, mais hop. L'idée aussi, donc, pour ma prochaine bande dessinée, là, c'est une BD classique sur papier qui s'appelle Fathers of Marvel Comics. Mais c'est de compléter ça avec des éléments comme visiter donc, ma BD, c'est sur la création de Marvel Comics depuis 1935 jusqu'à 1992.
Et typiquement, en ce moment, là, je suis en train de reconstituer les bureaux Marvel à partir de photos tels qu'ils étaient en 1940. Et donc, on peut naviguer comme si c'est un tour en réalité virtuelle, sauf qu'on croise tous les auteurs, les éditeurs, etc. dans cet environnement. C'est pas encore une BD en réalité virtuelle, mais on s'en approche. Et je pense que je vais finir par en faire une. J'en ai fait 2 pour l'instant, pour deux grosses boîtes, mais c'est pas diffusable en l'état. Ils attendent un petit peu que le public soit un peu plus éduqué pour pouvoir monétiser ça d'une meilleure façon. C'est le problème sur la réalité virtuelle, c'est qu'on peut pas encore monétiser concrètement. Pour du marketing, il n'y a pas de souci. Alors que pour aider une œuvre à se faire connaître, ça fonctionne. Mais par contre, pour faire venir des gens, dire venez payer 10 € pour lire une bande dessinée avec 50 écrans, c'est pas encore le cas. On peut pas en tout cas rentabiliser ça. Hop. Un de ceux qui a le plus fonctionné récemment pour moi, c'est celui-ci. En général, les dessins en réalité virtuelle que je montre là, je les fais durant Inktober chaque année, enfin en tout cas pour l'instant pour 2 années consécutives. Et celui-ci, c'est celui qui a le plus marché, parce que c'était pile pendant le lancement du film Joker. Et je l'ai fait en une demi-journée en général. Je passe rarement une journée sur un dessin en réalité virtuelle. C'est juste un dessin au final, donc on perd du temps plus à gérer ça, là, ces escaliers. Et à chaque dessin sur Inktober, je me pose justement une petite difficulté. Je me dis, tiens, cette fois-ci, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Parfois, je fais des choses stupides. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, le Lucky Luke. Non, je ne l'ai pas là. Mais parfois, j'ai fait un dessin en réalité virtuelle de Lucky Luke où j'ai mis un pont en perspective juste au-dessus de Lucky Luke qui a rien il sert à rien dans ce dessin. Et j'ai passé genre, je sais pas, 6 heures dessus parce que pour le faire fonctionner. Alors que sur le reste du dessin, j'ai passé 40 minutes à tout casser. Et le but, c'est ça, c'est de réinterpréter, de reconstruire des scènes qu'on peut bien aimer pour l'instant. C'est ça mon but avec la réalité virtuelle. Jusqu'au moment où le public sera suffisamment éduqué pour faire une vraie BD, leur proposer de plonger dans un univers par des liens de hotspot avec des casques à réalité virtuelle, de vraiment naviguer dans une histoire. Pour l'instant, c'est plus se retrouver, s'immerger dans un univers en particulier. Je vous montre quelques exemples qui sont tous trouvables sur le site kuula.com, K-U-U-L-A, et vous tapez K-U-U-L-A et JLMast sur Google et vous allez les trouver. Sinon sur mon Facebook, je les partage évidemment. Sur Facebook, on peut partager les images en 360 directement, alors que les gens peuvent le voir sans avoir à installer quoi que ce soit, c'est direct. Sur le téléphone, c'est même rigolo parce qu'on peut tourner avec le téléphone sans avoir un casque et découvrir l'image au fur et à mesure. Sur Twitter, via Kuula, via Flickr, on peut voir les images, mais ça reste un petit peu, une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Instagram devrait bientôt apparemment intégrer les images en 360. Et après, on va surtout dépendre des constructeurs de téléphones. À partir du moment où ils mettront des appareils photo 360 sur les téléphones, le plus grand public va assimiler que c'est possible, va savoir comment ça fonctionne, va sûrement acheter des casques, et là on pourra vraiment monétiser la chose, gagner de l'argent avec, autrement que pour du marketing. Et mon préféré, c'est celui-ci. C'est mon préféré. C'est le plus rigolo, je pense. Je l'avais fait il y a 2 ans. Donc c'est un Star Wars. Ils sont dans le compacteur. Et j'ai placé George Lucas avec tout son argent. Voilà. On peut rigoler, on peut faire des petites choses pour surprendre, encore une fois. Là, je ne sais pas si c'est un lecteur ou un spectateur, la frontière elle est un peu floue, mais on peut s'amuser un petit peu à proposer des choses un peu plus, un peu plus folles, et surtout, comme le Turbo Media, je pense qu'il y a toute une grammaire à inventer sur des choses à faire, des choses à ne pas faire. Moi, j'attends de voir. Parce que on n'est pas nombreux. La plupart des gens qui font des dessins en réalité virtuelle, ils sont plus dans des trucs basiques. Moi, j'aimerais bien trouver un Marc-Antoine Mathieu, quelqu'un qui fasse des choses improbables avec la réalité virtuelle pour proposer des expériences un peu folles. Donc là, ça, c'est toujours cool de le regarder comme ça, mais c'est quand même super mieux avec des lunettes, en regardant avec le téléphone, avec un casque en réalité virtuelle. C'est toujours plus perturbant. Je vous en montre un dernier. Celui-ci.
Il y a 2 ans, quand j'ai fait le labyrinthe de Groot, de Baby Groot, tout le monde a jugé ça super facile. Ah, c'est trop facile ce machin, donc j'en ai fait un beaucoup plus compliqué. Et pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi. Parce qu'il est vraiment, en fait, il est vraiment, vraiment compliqué celui-ci. Ça n'a pas l'air comme ça, je suppose, mais pour suivre, etc., c'est infernal. Vous pourrez l'essayer sur QLA si ça vous amuse. Voilà, je suis en dédicace sur le stand Comic Zone qui est dans le village. Quand vous descendez les escalators, au fond à gauche, il y a un stand un libraire de bande dessinée. Il y a mon Thanos qui est en version papier que vous pouvez acheter. Vous pouvez aussi venir me voir pour me poser des questions ou pour discuter un peu plus. Et j'espère que ça vous a plu, que ça va. Si vous avez une âme d'artiste, j'espère que ça va vous encourager un peu peut-être à tester. Si vous êtes capable de produire du contenu en réalité virtuelle ou en Turbo Media, j'espère que ça va vous inviter à aller engager des gens comme moi ou d'autres. En Turbo Media, on est pas mal maintenant à en faire. Et c'est bien parce que plus il y en aura, plus on va avoir des nouveaux rendus sympathiques. Voilà. Merci beaucoup de votre patience et de votre écoute. Un petit dernier pour la route. Bah, je crois qu'on m'a dit que c'était à 15, il fallait que je finisse. Je peux faire des questions-réponses. C'est vrai ? Est-ce que vous voulez des questions-réponses ou... Moi, on m'avait dit qu'à 15, il fallait que j'arrête. Vraiment, non ? C'est bon ? Ok, bon, on peut faire quelques questions-réponses si vous avez envie. Ça n'en finit jamais. Bon, sinon tu parles fort et je répète ta question au micro. J'ai beaucoup aimé ton approche sur les dessins en réalité virtuelle. Et du coup, je me pose la question de comment tu fais une narration là-dedans et comment tu navigues, comment tu emmènes le lecteur dans une histoire sur tout un scénario. Bah, ça dépend un petit peu comment tu fonctionnes. Là, on va partir du principe que c'est codé en HTML5 et que je peux décider de quel est le point de départ pour le lecteur quand il arrive dans l'image et où je place les hotspots, les liens qui vont le mener à une autre image. Si je le mets sur Facebook, par exemple, je ne peux pas contrôler ça du tout. Ça va arriver où ça arrive et du coup, il peut naviguer d'une image à une autre, mais il faudra qu'il sorte de l'image, qu'il clique sur l'image suivante et ainsi de suite. Si tu es avec un casque et que tu es dans une scène... j'ai même pas montré d'exemple avec des cases, c'est vrai. Parce que j'ai fait des bandes dessinées aussi qui sont disponibles en ligne où il y a des cases, des cases concrètes. En général, je pars de la gauche vers la droite et je laisse un espace blanc ou vide où il ne se passe rien sur le côté gauche pour pas que la personne soit tentée d'aller vers la gauche. En gros, il va y avoir une bulle, il va y avoir une action, quelque chose, une amorce qui va faire que l'œil va se diriger vers la droite. C'est surtout, même dans le Turbo Media, c'est parce que parfois on commence pas forcément en haut à gauche d'un écran. On va essayer de faire en sorte que l'œil soit dirigé direct sur un élément précis, soit par un jeu de couleurs. Parfois dans le Turbo Media, on utilise beaucoup de couleurs pour dire tiens, c'est rouge, c'est pétant, bam, on va regarder là. Et après, l'œil va regarder vers la gauche. C'est pareil en réalité virtuelle. Tu trouves des petits outils, des petites idées de narration pour que l'œil aille naturellement sans un effet de cling, 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 de clignotement. Ça peut s'avérer compliqué dans certains cas. Je sais que sur une des BD que j'ai faite là, pour une boîte, on avait un moment donné où justement ça ne marchait pas, les gens ne regardaient pas au bon endroit dans les tests qu'on avait fait et c'était problématique parce que du coup ils zappaient un élément important de l'intrigue. Parce que c'est même pas ils regardaient ça et après ils regardaient le truc, c'est qu'ils passaient à un autre truc, à la chute, en gros, c'est pour pas révéler le machin. Ils passaient à la chute directement de la scène, ils disaient j'ai pas besoin de regarder ce qu'il y a derrière moi, quoi. Et ça c'était gênant, mais le seul ça, il faut être astucieux, il faut bien prévoir. C'est des astuces visuelles après, hein, c'est plus chacun son approche à ce niveau-là. J'ai un pote qui code carrément des petits trucs lumineux pour que. Il y a certaines personnes qui utilisent du son en réalité virtuelle pour des dessins, pas pour du dessin animé, pour justement guider un petit peu. Moi, je suis très nul, j'ai pas l'oreille musicale, etc. Donc pour moi, c'est pas terrible.
Mais apparemment, ça fonctionne quand même dans les tests qu'ils ont fait. T'as pas peur que, parce que là on a vu quand même des univers qui sont très riches avec beaucoup de détails, je vais pas reporter sur le dessin, plutôt sur la scénarisation. T'as pas peur que justement ton lecteur il se perde dans la recherche du détail, d'aller trouver des petits sens Non. divers. Je pense même que c'est plutôt bien de se perdre dans un dessin en réalité virtuelle, même quand dans le cas d'une bande dessinée. Imaginons que tu es dans un polar sous la pluie, ton décor, ça peut être justement la pluie, le polar, tu as quelques cases dedans qui vont commencer une narration, un détective sous la pluie qui trouve un corps décédé, un corps décédé, voilà. Qui trouve un cadavre. Tu peux avoir le cadavre par terre, tu peux avoir le détective dans des cases différentes, une narration séquentielle où on voit la personne se poser des questions, se dire mon Dieu, machin, qu'est-ce qui se passe là, et avoir énormément de détails tout autour. Ça peut même être un jeu comme du point and click au final, où tu as plein de détails, dont quelques indices, et le lecteur peut essayer de regarder, plus il fait attention, plus il peut avoir d'indices. Je vois pas ça comme une chose négative en tout cas. C'est pas dans une bande dessinée, dans un turbo média, si tu veux passer plus de temps sur un écran, tu peux, et tu peux aussi très bien le zapper et aller plus vite que la musique. Et ok, il pleut, bon super. Qu'est-ce qu'il dit, écran suivant quoi. Pareil en turbo, en réalité virtuelle, t'as pas. Je vois pas ça comme un truc négatif du tout. D'autres questions? Ah c'est bon, là c'est bon. Merci beaucoup.